Vous écoutez Pierre Nantel. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, à la fin du cahier culturel, avant les petites annonces et le sport, il y avait un topo, une lettre de Guy Fournier, comme il en a d'habitude, qui observe, comme très peu de gens le font, la réalité de nos industries culturelles, la réalité de nos politiques qui entourent la télévision, le cinéma, la musique. Et le titre de sa chronique faisait quand même un peu frémir. Ça disait TVA, Global, CTV vont-ils mourir? C'est au masculin. On en parle avec un spécialiste de la question qui est professeur retraité en communication à l'Université de Montréal et ex-directeur général de l'information à Radio-Canada. Alain Saunier. Bonjour Alain, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien vous-même? Ben ça va bien, mais quand on lit ça, on n'est pas surpris. M. Fournier suit quand même très bien l'actualité, mais disons que si nous allons bien, vous et moi, et les gens autour de nous, on peut dire que pour les télévisions, les réseaux de télé, les choses vont vraiment beaucoup moins bien. Elles vont très mal, en fait, les choses. Pourquoi? Parce que le modèle d'affaires qui s'appuyait sur la publicité essentiellement, dans le cas de TVA, dans le cas des chaînes privées au Canada anglais, c'est en train de s'effondrer. Et pourquoi ça s'effondre? Parce que tout simplement, les géants numériques, les GAFAM, comme on les a appelés longtemps. Mais ou les barbares numériques, comme vous les appelez dans votre livre. Oui, affectueusement quand même. Eux viennent manger toute l'assiette publicitaire. C'est ça. Alors, eux, ils sont en train de, effectivement, détourner complètement tout ce qui s'appelait les fonds publicitaires qui, autrefois, allaient à des entreprises comme TVA, CTV, etc. Et même Radio-Canada, pour ce qui est d'à peu près 35 à 40 % de son financement qui provient de la publicité. Alors, tout ça est en train de s'effondrer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que ce modèle d'affaires-là fait en sorte que des entrepreneurs, comme Pierre-Carl Péladeau, vont peut-être commencer à songer à vendre TVA éventuellement parce que il peut pas continuer à faire des déficits comme c'est le cas depuis les 2 dernières années. Ça plonge, en fait, les revenus de TVA sont en train de plonger, malgré le fait que les gens ici écoutent notre télé. Et ça, c'est ça qui est surprenant, bien sûr. Avec ce qu'ils font au Canada anglais. Je faisais une comparaison récemment. J'additionnais tous les codes d'écoute que reçoivent toutes les chaînes au Canada anglais. Et puis, ça correspond à peu près à la cote d'écoute de Radio-Canada en heure de grande écoute le soir. Alors, imaginez dans le cas de TVA. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que nous, ici au Québec, il y a une certaine loyauté, une certaine fidélité à l'égard de notre télévision. Mais au Canada anglais, la situation est pire. Est-ce que vous croyez que c'est générationnel, Alain, ça, ici, là, dans le sens que cette fidélité, est-ce qu'elle s'applique à tous les âges ou si c'est essentiellement des gens qui ont connu la télévision comme source principale d'information et de divertissement qui continuent, mais qu'on a perdu des générations futures? Futures, mais plus modernes, plus jeunes? Oui, vous avez raison, parce que en fait, je parlais récemment avec mon neveu de la télévision connectée, puis lui, il me racontait que il y avait rien contre la télévision connectée parce que c'était la modernité, c'était le futur, c'était l'avenir. Sauf que, petit détail, la télévision connectée ne nous donne pas un accès à nos chaînes favorites. Que ce soit TVA, Radio-Canada ou encore Télé-Québec ou Novo, vous pouvez même pas les avoir sur la page d'accueil lorsque vous procurez un appareil de télévision connecté de Sony, Samsung ou LG. Alors, par conséquent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout simplement qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir soutenir nos propres chaînes dans un contexte où, à l'heure actuelle, il y a véritablement cette compétition féroce des Netflix et les autres. Et même là, ce que je regardais aussi récemment, c'est que les chaînes numériques, les plateformes numériques comme Illico, comme Tout.tv, comme Crave, sont en perte de vitesse. Ce qui est en train de l'emporter, c'est Netflix, mais avec quand même une certaine réduction. Et là, il faut surveiller de très près l'ascension de Amazon Prime Video. Eux autres, ils sont très riches et ils risquent probablement un jour de battre Netflix sur le terrain des plateformes de streaming. Et ils ont eu toute une occasion de faire connaître leur offre de service avec le documentaire sur Céline Dion. Honnêtement, c'était incroyable comment on a tous parlé de ça et le seul endroit pour voir le documentaire en question, c'était Prime Video. Mais ça, c'est les règles de base en commerce, c'est-à-dire trouver une opportunité bien exploitée. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir cherché à couvrir de la culture québécoise en plus avec Céline. Mais dites-moi, la vérité ici, c'est que ces modèles d'affaires-là ont peut-être été mal protégés. Je veux dire, on s'est maintes fois parlé des mesures gouvernementales, du cadre réglementaire du CRTC.
on a pris beaucoup de recul. Est-ce que, par exemple, je ne croyais pas qu'on irait là ce matin, mais vous évoquez l'option de visionner les chaînes habituelles, ou en tout cas l'offre numérique de nos chaînes habituelles sur les téléviseurs, les appareils électroniques qu'on achète. Les manuels d'instruction, certaines dispositions propres à certains marchés sont imposées. Quand on veut vendre un item ici, les manuels d'instruction, par exemple, doivent être en anglais et en français. Est-ce qu'on pourrait espérer qu'à bord de l'appareil, quand on nous propose des chaînes numériques, que, par exemple, Illico ou Crave ou Tout.tv soient parmi les choix, comme on dirait, preset là, en compagnie, en usine? Oui, mais ce qui s'est produit, c'est que la télévision connectée est passée sous le radar, en fait, du CRTC. Ils ne l'avaient pas vu venir d'aucune manière. Alors, comme on dit, ils dormaient au gaz. Alors, c'est inexplicable, honnêtement. On en a tellement parlé. Ça fait 10 ans que le milieu de la culture s'inquiète. La culture et maintenant l'information, c'est un drame dans les deux cas, mais c'est pas les sonnettes d'alarme qui ont manqué. Là, on espère beaucoup de ces changements qui arriveront du CRTC, tant au niveau de l'application des lois C11 et C18. Mais est-ce que ça va se dérouler assez rapidement pour sauver les meubles de ces télédiffuseurs dont on parle aujourd'hui avec M. Fournier? Ouais, ils ont déjà quand même pris une première décision concernant les entreprises comme Netflix en leur imposant de réinvestir l'équivalent de 5 de leur chiffre d'affaires pour soutenir la production de contenu ici au Canada. Donc ça, c'est une première décision qui est vraiment historique parce que c'est la première fois que le CRTC s'est enfin réveillé. Depuis 1999, le CRTC s'était mis lui-même en jeu en disant que ça ne les concernait pas, eux autres, ce qui s'appelait Internet à l'époque, ou l'autoroute de l'information, qui était l'expression consacrée à ce moment-là. Aujourd'hui, bon, ils se réveillent, ils sont investis de pouvoirs importants. Maintenant, il va nous falloir, nous, je pense, comme société civile, comme intervenants, comme observateurs, nous assurer que le CRTC aille dans la bonne direction. Et là, on a aussi quelques petits bémols à apporter parce que le CRTC n'a pas toujours pris de bonnes décisions dans le passé. Faut se rappeler encore tout récemment la fameuse décision sur le mot en haine qui avait été une décision très inadéquate du CRTC. Avant ça, il y avait eu la question des quotas dans les émissions de télévision en heure de grande écoute qui voulaient abolir. Alors bref, le CRTC il doit être de plus en plus un organisme réglementaire solide, mais en même temps, nous, on doit surveiller de près l'évolution de ces décisions. Comment expliquer... J'ai l'impression quand on se parle, puis M. Saunier, bon, vous avez publié 2 ouvrages précisément sur ces enjeux-là, on dirait que cet enjeu-là demeure comme si on parlait d'un crédit d'impôt sur l'uranium pour des compagnies pharmaceutiques. On dirait que les gens saisissent pas l'urgence. Comment expliquer que parce que moi, vraiment, je pense qu'un jour, puis j'aurais réussi ma mission si c'est le cas, les élus vont se plaindre que j'arrête pas de dire au monde, écrivez à vos élus à Québec, à Ottawa, faites leur part de ce qui vous préoccupe, pas pour leur envoyer des bêtises puis un char de merde, pour leur dire, moi, là, dans la vie, là, comme citoyen, ce qui me préoccupe, c'est ça. C'est l'inflation, c'est la crise du logement, c'est le soutien aux personnes en difficulté mentale, mais c'est aussi de protéger ma culture. C'est aussi de s'assurer qu'on va continuer d'exister dans nos écrans. Le Québec, c'est beaucoup défini en racontant ses histoires. Ça a commencé avec René Lévesque, avec Point-de-Mire, puis tant qu'à moi, Marie-Claude Barrette faisait la même chose à l'époque avec son émission du matin. Notre société est reflétée dans nos écrans. Comment expliquer que les gens... Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Écrire à leurs élus, par exemple? Oui, mais je pense que la première chose qu'il faut que les gens fassent, c'est de prendre conscience que cet univers-là, qui s'appelle l'univers des géants numériques, des barbares numériques, comme je les appelle, est en train de tout contrôler, est en train de contrôler nos vies, contrôler notre consommation, contrôler nos habitudes de consommation, choisir aussi pour
nous, ce qu'on devrait privilégier en matière de culture parce qu'ils nous imposent des contenus américains, anglo-saxons. Et de cette manière-là, la première étape, c'est la prise de conscience des gens que ça n'a pas d'allure et il faut absolument se réveiller parce que c'est une question d'avenir aussi d'une petite nation comme la nôtre. Les francophones, on disait toujours qu'on était minoritaire en Amérique du Nord, mais maintenant, on est encore plus minoritaire dans l'univers numérique. Ouais. Alors donc, cette prise de conscience-là, c'était la première étape. L'autre chose, c'est que oui, les gouvernements doivent agir et moi, je salue le travail qui a été accompli par Pascal Saint-Onge du côté du gouvernement fédéral avec la loi C11, la loi C18. Je salue aussi également les ambitions du ministre Mathieu Lacombe au gouvernement du Québec comme ministre de la Culture et des Communications, notamment de travailler beaucoup sur la notion de découvrabilité. Absolument. Je pense que chacun de ces ministres-là a la capacité de faire avancer les choses, mais il faut les encourager à le faire. Mais d'ailleurs, vous faites partie d'un groupe d'experts qui conseille le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, à ce sujet-là pour augmenter la découvrabilité, comme vous le dites, qui est le principe que lorsque, par exemple, un exemple tout simple, il y a 10 ans, on allait au club vidéo, c'était un vendredi, on savait que les jeunes étaient à la maison, on va manger une pizza, puis on va écouter un film. Puis là, on arrivait là, puis on avait le dernier blockbuster américain au bout de l'allée, mais juste à côté, il y avait une production québécoise qui était là, puis on disait, ah, ben tiens, c'est un 2 pour 1, je vais prendre les deux. Puis donc, on voyait, on pouvait découvrir, c'était ça la découvrabilité, c'était qu'on était dans le même bureau, le même office, la même tablette pour pouvoir faire un choix, puis donc montrer ce qu'on était capable de proposer au niveau culturel. Aujourd'hui, trouver du contenu québécois, c'est pas un critère qui existe sur les plateformes. C'est très difficile d'avoir un accès, d'avoir une influence sur les algorithmes de ces serveurs-là. Est-ce que vous croyez que une option aussi simple que d'ajouter comme critère la géographie, la ville, le pays ou la province ou le code postal, ça peut être quelque chose qui pourrait, par exemple, dire, ben tiens, on est, là je pense, pour avoir de la musique, on est en voiture, on voyage sur la Côte-Nord, on passe près de Port-Cartier et le Spotify ou le Apple Music dit « Ah, vous êtes à Port-Cartier? Voici donc une chanson de Louis-Jean Cormier qui est originaire de là. » Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est une option à étudier? Oui, en fait, il y a de l'intelligence artificielle, c'est pas juste méchant. L'intelligence artificielle peut nous aider, ça peut nous aider à justement faire en sorte qu'on soit de plus en plus en relation étroite avec notre culture. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est pas sur les étagères. On figure pas nulle part. Pardon. Et donc, de ce point de vue-là, ça devient difficile d'être découvert, comme vous dites. Et ça, il y aurait des critères qui pourraient être imposés par les différents paliers de gouvernement, très certainement, par le CRTC, par le ministre de la Culture et des Communications du Québec. Il pourrait y avoir aussi des mesures incitatives de ce côté-là. Alors, il faut on comprenne que l'État a encore un rôle à jouer important. C'est ça. Exact. Pour encadrer, réguler, réglementer les géants numériques. M. Saunier, on a souvent évoqué, ça a souvent été le cas en tout cas, d'essayer de regrouper les productions du Québec dans un Netflix québécois, ce que Illico a tenté d'être, ce que Crave fait aussi partiellement. Est-ce que de centraliser le contenu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui évoquent que beaucoup de notre création, dont je suis très fier, dont tout le monde est très fier, mais moi j'en parle énormément, mais c'est aussi beaucoup financé par des fonds publics de chez nous. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de les regrouper sous une bannière quelconque ou si ce serait au contraire une espèce de placard verrouillé qui ne nous exposerait pas à la vision de gens non initiés? Bien, on a raté peut-être ce rendez-vous-là il y a quelques années. Pardon, parce que, rappelez-vous, quand Illico a été créé, quand Tout.tv a été créé, quand Crave a été créé, on a décidé chacun de ces grands joueurs-là de jouer séparément sur leur propre patinoire. On aurait pu déjà à ce moment-là commencer à explorer l'avenir et puis se dire que dans les faits, c'est bien beau la convergence que M. Pellado souhaitait faire avec l'ensemble de ces entreprises. C'est bien beau que Radio-Canada veuille lui aussi offrir sa propre vitrine de services publics. Mais si on souhaitait défendre la culture québécoise, la culture francophone ou même la culture des Autochtones du Québec, il faudrait justement avoir peut-être ce regroupement-là. Mais on a raté ce rendez-vous-là, ce qui est trop tard. Peut-être pas. Je pense qu'il faudrait éventuellement envisager ça. C'est vrai aussi sur le plan musical, l'offre musicale que propose Spotify ou que propose YouTube. Vous savez que YouTube, c'est la porte d'entrée la plus importante pour ce qui est des jeunes qui vont chercher de la musique. Alors, de cette façon-là, si on n'est pas là,
on ne pourra pas découvrir ce que les Louis-Jean Cormier, comme vous dites, ou les Roxane Bruno peuvent proposer sur le plan musical. On n'est pas dans la game, puis on n'est pas de taille à l'heure actuelle pour se mesurer avec ces géants-là. Est-ce que la meilleure façon, c'est de tenter de les encadrer, les réguler, les obliger à offrir une vitrine un peu plus importante de la production québécoise en audio ou en vidéo? Peut-être. Moi, je suis de ceux que je pense qu'il faudrait être un peu plus agressif. Il faudrait penser à s'affranchir des géants numériques de plus en plus ou de s'en approcher progressivement. M. Saunier, je vais vous demander de donner un accès privilégié. Peut-être que vous n'aurez pas le droit de le faire. Mais est-ce qu'il a été discuté auprès du ministre de la Culture d'une offensive auprès du marché des influenceurs? En France, récemment, j'ai eu la chance d'échanger avec des programmateurs français qui disaient que, par exemple, Spotify faisait affaire beaucoup avec des gens qui donnaient des listes de lecture. Il y avait ce qui, autrefois, on appelait du tracking radio. C'est-à-dire que moi, je faisais ça quand j'étais chez Audiogramme. J'avais, mettons, je sais pas moi, une chanson de Vilain Pingouin. J'appelais à la radio et je disais, écoute, il faut que tu écoutes cette chanson-là. C'est super bon. Les gars, il est bon en entrevue. Si tu veux l'avoir, je peux te l'amener. Il va faire une belle entrevue. On faisait les relations publiques. Là, on poussait la chanson. Aujourd'hui, auprès des grandes plateformes, on dirait qu'on a perdu cette influence-là. Et il y a des gens qui disent que le travail à faire, je pense entre autres à Philippe Lamarche et Urbania, qui dit les influenceurs du Québec, il faut réussir à les soutenir parce qu'ils ont une influence, c'est un euphémisme, sur la culture moderne des jeunes, et non pas pour des gens de mon âge qui ne sont peut-être pas atteints par cette culture-là. Ils ont un impact réel. Est-ce que ça fait partie des chantiers du ministère de la Culture au Québec? Oui. Écoutez, je ne suis pas au fait de toutes ces mesures-là qui sont envisagées aussi bien par le ministre Lacombe que par le ministre Pascal Saint-Onge. Et ce qui est certain, par contre, c'est que les influenceurs, c'est une stratégie de marketing qui peut être utilisée. Moi, j'ai toujours un petit peu de misère, par contre, à utiliser le mot influenceur parce que je considère qu'un Gérard Bouchard a probablement plus d'influence sur le Québec avec les idées que les gens qui organisent des vols d'avion analysés. Moi, je comprends très bien. Mais il paraît que c'est une réalité des nouvelles générations. Tu sais, comme que ce soit sur TikTok ou autre chose, il semble y avoir comme un terrain qu'on ignore sur des bases un peu générationnelles. En terminant, M. Saunier, la culture du Québec, sa pérennité de cette culture-là, qui fait qu'on est un peuple distinct en Amérique du Nord, c'est beaucoup traduit dans des productions musicales, cinématographiques, télévisuelles. On a eu des réseaux qui étaient encadrés par le CRTC pour promouvoir ça, pour donner une place à cette production-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire face à un choix très difficile, c'est-à-dire on va devoir s'affranchir de ces réseaux qui nous ont si bien soutenus parce que très bien encadrés et veiller à se faire une place dans les nouveaux guichets que les gens utilisent. Est-ce qu'on est devant ça? Est-ce qu'on doit laisser partir les télédiffuseurs? Non, moi, je pense qu'il faut les soutenir, au contraire. Il va falloir très certainement redéfinir le modèle d'affaires qui va permettre d'avoir nos propres chaînes, d'avoir nos propres écoutes en streaming, comme on dit. Et dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est qu'on rétablisse l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ça veut dire que l'État a un devoir de réguler, d'encadrer et de réglementer et de légiférer pour protéger une culture qui est en situation minoritaire comme la nôtre en Amérique du Nord et comme je le disais tantôt, dans l'univers numérique. Par contre, moi, je dirais que, attention, il y a, comme on dit, danger devant parce que je regarde à partir de 2025, si jamais M. Poilievre devait l'emporter comme premier ministre Canada. Je m'excuse de faire de la politique. Je suis d'aucun parti politique. Je suis totalement indépendant. Mais moi, je vois ça comme étant un danger parce que lui était plutôt défavorable à la loi C11. Il veut définancer CBC et par conséquent, tout sera à recommencer Monsieur à peu près retour à la case départ. Alors ça, Saunier, pour moi, il y a un danger devant. Là. Vous êtes bien trop poli. La vérité, c'est que les conservateurs se sont opposés à C11 et C18. Et même les députés conservateurs du Québec. Ce qui n'est pas peu dire, là. Les gens de la région de Québec, de Saguenay puis de Victoriaville, là, ces gens-là
se sont fait dire par... les députés du Québec ont dit non, nous, on ne croit pas que c'est important. C'est important de le rappeler. Faut appeler un chat un chat. Et en terminant, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait, parce que là, le C11, le CRTC a donc choisi d'aller chercher une redevance, pas une redevance, d'imposer comme un impôt sur les revenus de ces gens-là pour consacrer la production d'ici. On n'a pas parlé de la diffusion. Hein? C'est une décision supplémentaire, donc il y a un engagement à aller chercher des sous, mais pas pour la visibilité, la découvrabilité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on donnerait une visibilité aux productions qui ont été faites par nos télédiffuseurs? Donc, maintenir la marque vivante comme on maintient HBO vivant, alors qu'on n'est pas abonné à HBO. J'ai vu un paquet de films d'HBO parce qu'ils étaient disponibles sur d'autres plateformes. Est-ce que ça serait une avenue possible? En terminant? Oui, encore faudra-t-il que la télévision connectée, parce que toutes les télévisions, les nouvelles télévisions que vous allez acheter, n'offrent pas cette possibilité-là. Alors, il faut que tout de suite qu'il y ait une correction qui soit imposée par le CRTC le plus rapidement possible. Et moi, je pense que des marques comme celle de Radio-Canada, comme celle de TVA, sont des marques très fortes ici au Québec francophone. Et il faut continuer à les soutenir et à les développer sur la multitude de plateformes qui existent. Parce que les habitudes d'écoute changent complètement. Mais je maintiens, moi, qu'une marque comme celle de Radio-Canada, comme celle de TVA, comme celle de Télé-Québec même, qui n'est pas aussi grande comme marque que les autres, il en reste pas moins que ce sont il y a une loyauté qui existe et puis il faut fidéliser les moins de 35 ans parce que les moins de 35 ans n'ont pas cette loyauté, cette fidélité, si on veut, à l'égard de ces marques-là. Alors, il y a un travail immense qui doit être accompli de ce côté-là. Alain Saunier, auteur, et vous avez vraiment mis cette question-là de l'avant, comme M. Fournier d'ailleurs. Merci beaucoup, merci M. Saunier. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée à vous. Au revoir.